Alors, dans le cadre de cette vidéo d'introduction, attention, qui contient des choses tout à fait essentielles à connaître, il y a pratiquement tout d'ailleurs dans cette vidéo d'introduction, je tiens à le dire, je vais d'abord vous présenter la panoplie des moyens, on ne va pas dire des armes, dont disposent les huissiers de justice pour saisir les biens. Et puis, dans un deuxième temps, et ce sera plus calme, je vous ferai un topo sur les mesures conservatoires en général, car il est important de distinguer les mesures conservatoires des mesures d'exécution forcée à proprement parler. Commençons donc par les différentes saisies. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que des saisies dans les procédures civiles d'exécution, et je vous ai préparé un magnifique schéma qui va vous permettre de, j'espère, de mieux comprendre tout cela. Voici ce tableau que vous avez à votre disposition par ailleurs. Bon, je vais me mettre, bon, je sais pas où je me mets. Ah tiens, je me promène là. Oula, ouh, je sens que j'ai le mal de mer. Bon, je déplacerai au fur et à mesure parce que vous allez voir que ce n'est pas très commode. Alors, idée simple, basez-vous sur le droit civil. En droit privé, il faut toujours se baser sur le droit civil. Ce qu'on saisit, c'est des biens. Donc, il faut toujours faire la distinction entre les meubles et les immeubles. Et puis, à l'intérieur des immeubles, vous allez avoir des meubles corporels, des meubles incorporels. Ça, c'est vraiment la summa division, ou plutôt les summa et divisiones, puisque là, il y en a deux. Et là, je vais simplement vous faire une liste des mesures, puisque c'est l'expression générale, qui peuvent être pratiquées sur les biens, notamment par un créancier, enfin toujours par un créancier d'ailleurs, il faut bien le dire. Et vous voyez que ces mesures sont de deux ordres. Ce sont soit des mesures conservatoires, soit des mesures d'exécution. Donc je dirais que dans la deuxième partie, section de cette vidéo, je vous indiquerai exactement ce que c'est. Mais pour le moment, ce qui importe, c'est la terminologie. Alors, je vais être obligé de passer ça relativement vite en revue, parce que même si la vidéo sera assez longue, il ne faut quand même pas qu'elle soit trop longue, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de piles. Non, il n'y a pas de pile. Enfin, de toute façon, mon ordinateur il est branché, donc je n'ai pas trop de problèmes. On va faire ça ligne à ligne. Vous voyez, les meubles corporels. Alors là, il y a une ruse, c'est que tantôt vous pratiquez des mesures en vue de la vente, cas général, on veut se faire payer, tantôt en vue de la remise ou de la restitution d'un bien. Si c'est en vue de la vente, le cas général, c'est éventuellement une saisie conservatoire et une saisie-vente. La saisie conservatoire pouvant être convertie en saisie-vente. Vous aurez l'occasion de le voir. Je vous ai mis en bleu, oh, très joli, c'est joli de mettre en rouge, mais ça fait un peu agressif le rouge quand même. Je vous ai mis en bleu ce qui est vraiment indispensable. Bon, le reste, si, quand même, c'est utile, hein, notamment si vous voulez devenir des grands spécialistes des procédures d'exécution, c'est une des spécialités d'ailleurs qui existe dans la profession d'avocat, eh bien, il va falloir vous farcir tout ça. Et vous voyez que c'est assez compliqué, c'est quand même drôlement rationnel, hein. Même si c'est compliqué, ça a été bien conçu. Et on a un code des procédures civiles d'exécution qui est bien fichu quand même, hein. Et d'ailleurs, si vous connaissez le code, vous connaissez tout, il faut bien le dire. Donc, cas général, vous voulez saisir la console Nintendo, enfin, bon, vous verrez, on ironise beaucoup là-dessus par la suite, eh bien, vous utilisez ça. Alors, il y a un cas particulier juste en dessous, c'est la saisie des sommes en espèces, comme on dit, la saisie de la caisse du restaurant. Là, vous ne saisissez pas une créance de somme d'argent, ça sera très, très différent, on verra ça, mais vous saisissez des espèces, et effectivement, ce n'est pas une saisie dans laquelle vous êtes obligé de vendre, et pas faire vendre des espèces aux enchères. Ça serait un peu bêta. Ça serait moins bêta pour des devises qui sont des espèces étrangères, mais en tout cas, si c'est des euros, eh bien, il vous suffit de prendre les euros. Ça revient en gros à ça. Et puis, vous avez ensuite des mesures remarquées et remarquables sur les véhicules terrestres à moteur. Si vous voulez saisir une auto, et très souvent, c'est l'organisme de crédit qui saisit les autos, eh bien, vous avez deux procédures particulières. La saisie par déclaration, en fait, au service des cartes grises. C'est que si vous n'avez pas la carte grise, vous ne pourrez pas bien vendre la voiture, hein, quand même.
alors c'est que vous trafiquez je ne sais trop quoi. Donc, on peut faire une saisie par déclaration au service des cartes grises. On peut faire aussi une saisie par immobilisation, et c'est ça qui est célèbre, puisque on utilise à ce moment un engin pour bloquer la voiture qu'on appelle le sabot de Denver, car, paraît-il, cela vient de Denver. Nos amis québécois appellent cela la pantoufle du Colorado, ce qui est joli, comme tout ce que disent les Québécois. Vous avez aussi, et là la ligne est un petit peu tronquée, des règles particulières pour les biens placés dans un coffre-fort, parce que bon, bah, ça se fait entre les mains de la banque. Hein, voilà. Et là, vous avez une saisie conservatoire, une saisie, mais il dit procédure particulière. Ce n'est pas le droit commun de la saisie conservatoire et de la saisie-vente. Et puis, bon, c'est toujours une curiosité amusante, c'est l'ancienne saisie Brandon. La saisie des récoltes sur pied. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous dire pourquoi ça s'appelait la saisie Brandon avant, parce que quand on avait saisi un champ de blé ou de maïs, on mettait une espèce de touffe de tiges de maïs ou de blé pour indiquer que, mais c'était le Brandon, pour indiquer que la récolte était saisie. C'est une forme de saisie-vente, mais vous voyez, alors juridiquement c'est très intéressant. Normalement, il faudrait faire une saisie immobilière, saisie récolte sur pied. Enfin, vous ne saisissez pas le terrain, vous saisissez uniquement la récolte. Donc, on admet, dans des conditions sur lesquelles je ne vais pas épiloguer maintenant, qu'on utilise une saisie mobilière, et c'est des preuves de l'existence du meuble par anticipation. Ce qui fera beaucoup plaisir à M. William Dross, grand spécialiste mondial du droit des biens. Vous avez des règles particulières pour la saisie des navires et des aéronefs sur lesquels je ne m'étends pas. L'idée, c'est simple, c'est que c'est des meubles, mais ça ressemble quand même plus à des immeubles. On dirait que ça bouge, donc ce n'est pas immeuble, mais c'est gros. Bon. Donc, il y a des procédures complètement particulières. Ça, c'était les saisies en vue de la vente. Vous pouvez aussi avoir des mesures pour obtenir la remise ou la restitution d'un bien. Alors, soit la remise d'un bien qu'on doit vous livrer, soit la restitution d'un bien que vous avez confié à quelqu'un, etc. Là aussi, un cas général, c'est le couple entre la saisie-revendication et la saisie-appréhension. Bon, là aussi, je n'épilogue pas, ce sont des procédures spécifiques. Saisie-appréhension, il faut un titre exécutoire. Saisie-revendication, il va normalement vous falloir une autorisation du juge pour bloquer, en quelque sorte, le bien en question. Il y a une variante, c'est si les biens en question sont placés dans un coffre-fort, mais c'est le même principe. Et puis nous arrivons, alors dans les biens incorporels, ça c'est le plus passionnant comme toujours, ça c'est du droit des biens, parce que les biens incorporels, vous le savez, c'est un peu tout et n'importe quoi. Enfin, plus exactement, vous savez, tout ce qui n'est pas immeuble et meuble. Bon, alors si c'est des meubles corporels, c'est clair, puis si c'est le reste, c'est des meubles incorporels. Donc, un cas particulier essentiel à maîtriser complètement, c'est la saisie des créances de sommes d'argent. Le cas général, c'est saisie conservatoire éventuelle, suivie de ce qu'on appelle la saisie-attribution, qui est vraiment l'innovation essentielle de la réforme des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle a pour effet de transférer la propriété de la créance dès qu'elle est accomplie. La saisie-attribution. C'est ce qu'on appelle l'effet attributif. Au passage, il y a une variante là, que je n'ai pas mentionnée ici, c'est l'avis à tiers détenteur qui est pratiqué par le fisc et qui a les mêmes effets que la saisie-attribution. Et puis, je vous ai mis en dessous quand même ces procédures très importantes en pratique de paiement direct des pensions alimentaires parce que bon, c'est quand même globalement une manière de saisir des créances. Et là, vous voyez que c'est un cas où la saisie est caractérisée non pas par son objet, mais par la créance qui est la cause de la mesure. C'est-à-dire ce sont les pensions alimentaires qui expliquent le particularisme de cette procédure qui est très expéditive. La saisie des comptes bancaires, c'est une saisie-revendication, c'est une saisie-attribution, pardon, ou une saisie conservatoire, mais avec des particularités particulièrement particulières. Et comme c'est la saisie-attribution la plus courante, eh bien, nous vous en parlons.
Et alors, il y a un cas très particulier aussi, ce sont les rémunérations. Bon, ce sont les salaires. Parce que là, ce n'est pas une saisie-attribution. C'est une procédure qui nécessite l'intervention du juge d'exécution, donc procédure judiciaire, et qui, évidemment, vise à protéger le salarié. Vous savez que les salaires sont en partie insaisissables, etc., etc. Mais enfin, il y a une protection plus générale. Et nous arrivons ensuite à quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est la saisie des biens corporels qui ne sont pas des créances, et notamment pas des créances de sommes d'argent. Il y a des cas particuliers. Par exemple, si vous voulez saisir un fonds de commerce, vous pouvez éventuellement, à condition d'avoir un titre exécutoire, le faire vendre à la barre du tribunal selon une procédure qui rappelle beaucoup quand même la saisie immobilière, parce que, bien sûr, le fonds de commerce, chacun de c'est qualifié de meuble, mais enfin, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Mais ce n'est pas un immeuble pour autant sur un plan purement juridique. Vous constatez ici qu'en ce qui concerne les mesures conservatoires, il n'y a pas à parler de saisie conservatoire, mais de même qu'il y a des nantissements conventionnels de fonds de commerce que vous maîtrisez complètement, eh bien vous pouvez faire inscrire un nantissement judiciaire de fonds de commerce. Judiciaire parce qu'en principe, il est inscrit sur autorisation du juge. Toujours en restant dans les biens incorporels, on va dire que les droits d'associés, qui sont tantôt des parts sociales, tantôt des valeurs mobilières, là aussi vous maîtrisez parfaitement ces subtilités, eh bien, peuvent éventuellement être vendus, ce qui est d'ailleurs assez facile quand il s'agit d'actions, et notamment d'actions cotées en bourse. En revanche, c'est un peu plus compliqué, c'est même presque impossible, il faut bien dire, quand il s'agit de saisie de part sociale d'une SARL. Enfin, qui va vous acheter ça? Je vous demande un peu. Hein. Bon. Et là, vous avez, c'est un cas particulier à signaler, deux formes de mesures conservatoires. Tout ça est extrêmement subtil, mais pour ceux qui s'intéressent aux droits des affaires, ça peut servir. Vous avez une bonne vieille saisie conservatoire, mais vous pouvez aussi faire inscrire un nantissement judiciaire de part sociale. Et là, donc c'est un peu compliqué, que c'est tout à fait passionnant, que c'est peut-être pas complètement essentiel pour votre formation. Les droits de propriété intellectuelle, par exemple les brevets, mais aussi les marques, peuvent être saisis selon des règles que nous ne vous présenterons pas, que vous trouvez, où ça, je vous demande un peu, dans le Code de la propriété intellectuelle. Et oui, et oui, et oui. Et puis nous arrivons à la dernière partie importante et difficile, délicate. Ce sont les mesures portant sur les immeubles. Alors là, j'ai fait quelque chose d'original, j'espère que Maître Fradin appréciera. Évidemment, ce à quoi tout le monde s'attend, c'est la saisie immobilière, avec les arcanes de la saisie immobilière qui a été simplifiée. Je rigole parce que ça a peut-être été simplifié, ça reste quand même très compliqué. Et en général, bon, comme c'est une procédure judiciaire et qu'en plus c'est devant le tribunal judiciaire, le ministère de l'avocat est obligatoire, seuls les avocats spécialistes se risquent là-dedans. Car sinon, comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est une sorte de responsabilité aussi. Enfin bon, c'est compliqué, mais on vous le présentera très clairement. J'ai compris que notamment c'est notre excellent confrère Pierre-Yves Serrato qui, interviewé par Olivier Fradin, vous parlera de ça avec sa clarté. Ça va pas être simple sur la saisie immobilière. Hein. Bon. Alors, il n'y a pas de saisie conservatoire immobilière, mais un truc extrêmement important pour le futurs avocats, c'est l'inscription provisoire d'hypothèque, que l'on appelle hypothèque judiciaire. Et là, on a bien raison de l'appeler hypothèque judiciaire, car c'est la vraie hypothèque judiciaire, puisqu'il faut normalement autorisation d'un juge. Il y a par ailleurs une hypothèque qui est attachée au jugement de condamnation, mais qui est attachée à tous les jugements de condamnation par la loi. Donc, c'est une hypothèque légale. Là, vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de jugement en principe et où vous voulez éviter que l'immeuble, enfin, vous ne voulez pas éviter que l'immeuble soit vendu, mais vous voulez de toute façon acquérir un droit de préférence sur cet immeuble
et c'est pour ça que vous allez faire inscrire l'hypothèque judiciaire. C'est souvent un préalable à la saisie immobilière. Bon, beaucoup de saisies immobilières sont faites par des créanciers bancaires qui ont déjà une hypothèque conventionnelle, voire le fameux privilège du prêteur de denier. Vous avez appris ça en droit des sûretés, et vous en souvenez parfaitement. Il y a un lien entre les procédures d'exécution et les sûretés, hein, puisque tout ça, c'est globalement rattaché au droit des biens. Et puis, j'ai mis également l'expulsion, parce que vous aurez une séance sur l'expulsion. Et là, on peut dire que bon, c'est une mesure d'exécution forcée, mais elle est en vue de la libération des lieux et non pas en vue de la vente. Voilà le panorama de ces mesures qui, vous le voyez, sont tantôt conservatoires, tantôt d'exécution. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer notamment ce que sont les mesures conservatoires. À tout de suite. Bien, eh bien, nous allons voir comment le créancier peut simplement conserver les biens de son débiteur en utilisant ce qu'on appelle des mesures conservatoires. Je vais vous montrer cela d'une part en utilisant Légifrance, ce qu'il faut toujours faire, d'autre part en utilisant un magnifique schéma. Voici donc les dispositions législatives correspondant aux mesures conservatoires. Alors c'est d'ailleurs ici ce qu'on appelle les dispositions communes. Pourquoi? Parce que ça concerne toutes les mesures conservatoires, mais malheureusement pour vous, il y a des règles spécifiques à chaque mesure conservatoire. Vous allez voir d'ailleurs que, comme l'énonce l'article L511.1, toujours mieux dire qu'un article énonce plutôt que l'article dit que. Et j'ai entendu parler un article, vous? Non, bon, d'accord. Dans le deuxième alinéa de L511.1, on voit que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire d'une sûreté judiciaire. L'hypothèque judiciaire, c'est une mesure conservatoire. Donc, il y a déjà une division en deux, mais en plus, les sûretés judiciaires, puis surtout les saisies conservatoires, sont soumises chacune à des règles spécifiques. Donc, la base, toute créance, toute personne, toute créance, n'importe quoi, dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances d'en menacer le recouvrement. Ce sont les grandes conditions des mesures conservatoires: créance fondée en son principe et circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Et vous voyez que le principe, c'est qu'on a besoin d'une autorisation du juge. Ce juge sera, on le verra dans les dispositions réglementaires, le GEX, juge de l'exécution, ou éventuellement le président du tribunal de commerce. Cependant, attention, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation préalable du juge si vous avez un titre exécutoire, je vais revenir, ou une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une échange d'un chèque de blablabla. Bon, alors, il faudrait étudier ça en détail, mais nous ne pouvons pas le faire. Remarque numéro 1, si vous avez un titre exécutoire, vous pouvez quand même faire une saisie conservatoire. Ce qui peut présenter un intérêt parce que ça peut vous permettre, notamment en matière de saisie des meubles corporels, de bloquer les meubles, alors que si vous faites une saisie-vente, on le verra, il faut faire un commandement 8 jours avant et ça permet éventuellement de détourner les biens entre-temps. Bien entendu, si vous avez un titre exécutoire, vous n'aurez pas besoin d'en obtenir un après. Je dis ça par anticipation, car vous verrez que celui qui n'a pas de titre exécutoire devra faire les actes nécessaires pour en obtenir un. Si vous avez une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, vous pouvez également faire une mesure conservatoire. Bon, là, je n'épilogue pas, il y a des tas de discussions intéressantes à avoir là-dessus, mais passons rapidement. Et puis, dans ce qui suit, défaut de paiement de l'échange exécuté d'un billet hors d'un chèque, ça n'est pas le plus important, c'est surtout le loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble. En effet, vous avez là une possibilité tout à fait particulière de recouvrer les loyers, puisqu'il suffit que vous ayez
cet acte en général purement privé, sous seing privé, qui est un contrat de louage d'immeuble, pour pouvoir vous passer de l'autorisation du juge. Vous voyez ensuite, donc c'est toujours dans la disposition législative, je ne sais pas si je ne vous ai pas dit tout à l'heure que c'était dans les dispositions réglementaires, ce serait une erreur de ma part. L'autorisation est donnée par le GEX. Mais le président du tribunal de commerce peut être compétent si la créance relève de la compétence du tribunal de commerce, ça paraît assez naturel, et aussi si c'est demandé avant tout procès. Bon, c'est quelque chose d'un peu marginal, mais, comme on dit, utile à savoir. À peine de caducité, il va falloir engager une procédure, faire les actes nécessaires. En général, c'est engager une procédure, c'est assigner pour obtenir un titre exécutoire. En effet, l'idée, c'est qu'on ne va pas bloquer le bien éternellement. Donc, il faudra, je vous le dis tout de suite, c'est dans un délai d'un mois, assigner pour obtenir un titre exécutoire. À moins qu'on en ait un au départ. Le reste n'est pas inutile à savoir, mais on peut le passer pour le moment. Et on jette un coup d'œil sur les dispositions réglementaires pour constater que l'autorisation demandée au juge est faite par requête, et vous savez que ça veut dire que c'est non contradictoire, mais que ensuite le débiteur pourra contester la mesure, mais il la contestera a posteriori. Le reste dans les dispositions réglementaires, c'est le plus important, c'est justement la fixation de délais. Mais il faut quand même que vous lisiez tout le reste. Il faut toujours lire le code. En plus, vous pouvez apprendre le cours uniquement avec le code. Condition que vous compreniez tout, mais comme vous êtes malin, vous comprenez pas tout. Puis surtout, vous êtes juriste, quoi. Bon, si c'est un non-juriste qui dit ça, quelquefois, il accroche un peu. Mais là, vraiment, c'est presque clairement écrit, enfin au moins à cet endroit-là. Alors, si ce n'est évidemment dans le cas où vous auriez déjà un titre exécutoire, il faut introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure. Je vous passe un peu les détails. L'article 511.8 n'est pas inintéressant parce qu'il concerne les mesures pratiquées entre les mains d'un tiers, la saisie conservatoire des comptes bancaires, par exemple. Et là, il faudra que le tiers sache qu'on a assigné au fond, d'où délai de 8 jours à compter de la date de l'assignation pour que le tiers sache qu'il doit continuer à bloquer. La main levée, on s'en fiche. Et voilà, nous avons l'essentiel. Il y a un autre délai que je n'ai pas. Ah voilà, c'est ça. Que je ne vous ai pas présenté bêtement. C'est le délai de 3 mois pendant lequel le délai dont on dispose pour pratiquer la mesure conservatoire. Sinon, l'autorisation du juge est caduque. Là aussi, il y a l'idée qu'on ne peut pas conserver éternellement une menace contre son débiteur. Voilà, vous avez là, je dirais, le plus important, c'est-à-dire les textes du jeu. Mais, voici un petit schéma pour terminer qui résume tout cela fort élégamment. Bien, voici le schéma de la mesure conservatoire en général, que ce soit une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire. Nous partons de l'idée qu'il vous faut une autorisation du juge. Vous savez qu'il y a des cas où ce n'est pas nécessaire. Donc, requête au juge, procédure non contradictoire, ordonnance par laquelle le juge vous autorise ou pas, on suppose qu'il vous autorise à pratiquer la mesure. Vous avez un délai de 3 mois pour la pratiquer, à peine de caducité de l'ordonnance. La mesure en question, ça va être soit une saisie conservatoire, soit l'inscription d'une sûreté judiciaire, par exemple une hypothèque judiciaire. Et là, à moins que vous n'ayez déjà un titre exécutoire, vous avez un mois pour assigner, enfin pour faire les actes nécessaires
l'obtention d'un titre exécutoire, c'est généralement assigné au fond. Et ensuite, la mesure, enfin le blocage est maintenu, ou la sûreté est maintenue pendant toute la durée de la procédure, ce qui peut durer un certain temps, hein, parce que, bon, voilà, il peut y avoir un appel, etc., etc. Donc, ça permet simplement de consolider cet effet de blocage. Et puis, une fois que vous aurez le titre exécutoire, vous ferez, selon des procédures diverses et variées, convertir votre mesure conservatoire en mesure d'exécution. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les mesures conservatoires. Je vais maintenant sortir de là parce que je vais m'enrhumer si ça continue et je préfère rester bien conservé. À bientôt.